dimanche 19 février, nouvelle conférence du Libre TeamSpeak. Nous avons le plaisir de recevoir Anne Kling, auteure du livre récent FN, tout ça pour ça, aux éditions Mitra. Elle avait déjà publié 3 livres aux éditions Mitra, La France licratisée, Révolutionnaire juif, et puis la LICRA, un lobby au cœur de la République. Je lui laisse la parole pour cette conférence. En fait, pour être tout à fait précis, le 3e titre, c'était le CRIF, un lobby au cœur de la République. Voilà. Ah pardon, c'est pas grave. Donc, c'est moi qui vous remercie de m'inviter et de me donner l'occasion de présenter mon dernier livre sur l'étonnante évolution du Front National. On pourrait penser que je m'éloigne de mes sujets habituels, puisqu'effectivement, j'ai traité jusqu'à présent de l'influence des officines communautaires juives sur la vie politique française. Et aussi, c'est vrai, du rôle des Juifs dans la révolution bolchevique. Mais en fait, je ne me suis pas véritablement éloigné de mes intérêts habituels, car dans ce domaine également, et peut-être surtout, à savoir la place du FN dans le paysage politique français, les interférences et les diktats de ces mêmes officines ont été absolument déterminantes. Dans ce livre, j'ai souhaité à la fois retracer l'historique d'un mouvement dont la particularité est de toujours avoir été considéré par les Le Pen comme une propriété personnelle, et établir un état des lieux actuel. Pourquoi l'avoir intitulé « Tout ça pour ça » ? Le fait est que son bilan politique est piteux. Il a occupé pendant plus de 30 ans un espace politique inédit et a suscité de grands espoirs chez les Français les plus vulnérables. Tout ce tumulte pour en arriver finalement à un appareil réduit à une coquille quasi désertée et à une présidence familiale destinée à larguer les idées nationales politiquement incorrectes pour s'assurer une promotion personnelle et rejoindre tôt ou tard, d'une façon ou d'une autre, les séductions du système. Cette appropriation familiale du mouvement, qui est une constante dans son histoire, constitue, à mon sens, la source première de son échec politique. En fait, jamais son inamovible président n'a cherché à faire du FN un parti d'alternance crédible, malgré des circonstances historiquement favorables. Il l'a géré comme un espace lui permettant à lui personnellement d'exister sur la scène politique du pays. Le FN fêtera bientôt ses 40 ans d'existence puisqu'il est né officiellement en octobre 1972. Si ces 10 premières années sont passées relativement inaperçues, on ne peut en dire autant des 30 dernières, où il a été placé pour servir à des objectifs bien particuliers que nous verrons tout à l'heure, au centre de la vie publique. Situation stratégique où il a servi à la fois de pivot et de repoussoir au restant de la classe politique. Il a servi de pivot car pendant cette période, toute la vie du pays a quasiment tourné autour des seules questions de racisme-antiracisme qui ont occupé un espace absolument disproportionné. Et il a servi de repoussoir car le système, pour des raisons fort intéressées, a fait du mouvement le grand méchant loup politique et de son chef l'ennemi du genre humain. Comme je vais parler beaucoup du système, je vous en donne tout de suite ma définition. Par système, j'entends l'ensemble des pouvoirs politiques, médiatiques et associatifs qui, surtout depuis l'avènement de la gauche en 81, travaillent ensemble à imposer une certaine idée de la société et de la France. Une certaine idée de gauche naturellement, caractérisée par la promotion du mondialisme et du métissage, par l'immigration massive présentée comme une chance pour la France,
par la négation des valeurs traditionnelles. Voilà ce qu'est le système. Il se trouve que pendant toutes ces années, la situation économique et sociale du pays n'a cessé de se dégrader, sans même parler de la perte identitaire, donnant raison à un certain nombre d'analyses qui avaient été posées par EFN dans les années 80 et 90. En bonne logique, il aurait donc dû engranger les succès électoraux et toucher au fil de la dégradation de la situation les dividendes de sa longue marche. Or, il n'en a rien été. Et la quête, en ce moment même, des fameuses signatures donnant accès à l'élection présidentielle, les 500 parrainages fatidiques, permettent de mesurer l'étendue de l'échec du front. Ou plutôt de Jean-Marie Le Pen, qui s'est toujours considéré non seulement comme le numéro 1 du mouvement, mais comme le seul et unique numéro existant. C'est donc bien à lui qu'incombe la responsabilité de l'échec. Parce qu'enfin, il faut se demander pourquoi ce parti incarnant, à tort ou à raison, dans l'esprit du public, la résistance au système, n'est pas capable aujourd'hui, après 40 ans d'existence, de disposer à lui seul, sans avoir rien à demander à personne, de ses 500 élus, qui ne représentent après tout qu'un peu plus de 1% des quelques 45 000 élus pouvant donner leur parrainage. Certes, la diabolisation dont il a été victime de la part du système pourrait expliquer cette stagnation, qui s'étend quand même sur plusieurs décennies. Si elle a joué, certes, les raisons internes à ce surplace ont été au moins aussi déterminantes, et sans doute davantage. Des raisons liées à l'ego dévastateur du président et à son refus obstiné d'encourager l'émergence de nouveaux talents. Couper toutes les têtes qui dépassaient et durer, encore durer, toujours durer, ont constamment été ses préoccupations, au détriment du développement du mouvement, qui, de purge en exclusion et en départ plus ou moins volontaire, a fini par virer au huis clos familial que nous connaissons aujourd'hui. Il est clair que ce n'est pas dans un laps de temps aussi court que celui qui m'est imparti ce soir que je pourrais retracer toutes les péripéties qui ont émaillé l'histoire mouvementée de ce parti, qui a fini par se confondre avec une seule personne, son inamovible président. Mais on peut quand même, avec le recul, discerner quelques lignes de force et examiner son évolution actuelle, qui l'éloigne à très grande vitesse, il faut bien le dire, des fondamentaux qui furent un jour les siens. S'agissant des débuts, il convient de rappeler que contrairement à ce qu'affirme la légende dorée du mouvement, ce n'est pas Jean-Marie Le Pen qui crée le Front en 1972. C'est Ordre Nouveau, mouvement né en réaction à mai 68, qui le premier décide de rassembler les membres de la famille nationale éparpillée, un peu sur le modèle du mouvement social italien. Ce rassemblement se crée en octobre 72 et se cherche un président. Ce n'est qu'après un certain nombre de refus de diverses personnalités pressenties que finalement le choix d'Ordre Nouveau va se porter sur un ancien député poujadiste de la 4e République, Jean-Marie Le Pen. Ce dernier, âgé alors de 44 ans, voit s'achever ainsi une longue traversée du désert qui avait commencé en 62, lorsqu'il s'était retrouvé privé de son mandat de lait. Lui, il va immédiatement accepter de prendre la présidence de ce qui est alors un groupuscule, présidence qu'il ne lâchera jamais plus et à laquelle il se cramponnera vents et marées jusqu'à une époque très récente. La France est alors optimiste
et prospère. Nous sommes dans les 30 glorieuses. Les mouvements d'ultra-droite sont totalement marginaux et les scores électoraux du nouveau FN dérisoires. Ce qui n'empêchera pas Le Pen, qui veut déjà absolument exister sur la scène politique, de se présenter à la présidentielle de 1974 où il récolte 0,75% des voix. Mais tout va changer avec l'avènement de la gauche au pouvoir en 1981. Les lendemains qui devaient chanter cèdent vite la place au réveil douloureux. C'est qu'il est plus facile de changer la vie dans les discours que dans la réalité. L'immigration est de plus en plus visible et revendicative, la délinquance explose et la crise sociale s'amplifie, le tout sur fond de chômage et de mondialisation. Il est clair que dans ces conditions, la droite risque de reprendre des couleurs et surtout le pouvoir. Heureusement, l'Élysée est occupé par un président qui ne manque ni de ressources ni de passerelles. La solution se trouverait-elle du côté de l'extrême droite? Mitterrand sait bien, pour l'avoir assez pratiquée, qu'elle ne présente aucun danger réel. Le Pen est, déjà à cette époque, richissime, grâce à l'héritage Lambert qu'il a récolté en 1976. Et les riches, surtout les nouveaux riches, ne montent pas à l'assaut des barricades, Mitterrand le sait fort bien. L'idée de faire grimper le Front National au détriment de la droite classique commence à faire son chemin. Bien sûr, le succès de cette stratégie passe par l'accès aux médias, notamment à la télévision. Exactement comme ce qui se passe à l'heure actuelle avec Marine Le Pen. Et Mitterrand va faire le nécessaire en ce sens. Le résultat ne se fait pas attendre. Le réel talent d'orateur de Jean-Marie Le Pen aidant, dès 1983, les scores électoraux du FN décollent enfin. Seulement voilà, c'est bien joli de faire grimper le FN au détriment de la droite classique, mais ce n'est pas suffisant. Il faut compléter la manœuvre en empêchant ces deux adversaires de la gauche de s'allier. Car s'ils s'allient, c'en est fini du pouvoir pour la gauche. Comment empêcher ces liaisons dangereuses? Ce sera le rôle assigné à la diabolisation, véritable assurance-vie des socialo-communistes. Pour bien comprendre comment la diabolisation a pu prendre à ce point en France et exercer de tels ravages politiques, il faut remonter un peu dans le temps et se souvenir qu'à la fin de la guerre, en 1945, les communistes triomphent dans le pays. Ce sont eux qui imposent le mythe de la gauche résistante et de la droite collaboratrice. Cette droite collaboratrice qui devait par conséquent être punie pour l'éternité. Aussi incroyable que cela paraisse, alors que le totalitarisme communiste mettait les peuples à genoux dans une bonne partie du monde, la gauche parvint, avec l'appui des médias, à imposer l'idée qu'elle seule incarnait l'avenir, le progrès et la solidarité. Le régime de Vichy fut naturellement assimilé au conservatisme, au profit, à l'égoïsme sous toutes ses formes et à l'odieux antisémitisme. Cette réécriture de l'histoire en forme d'imposture a été puissamment réactivée lors de la percée du Front National. Le plat était tout prêt, il suffisait de le réchauffer. Ce qui fut fait. Pour diaboliser le mouvement, il suffisait d'en faire l'héritier du régime de Vichy. Répété matin, midi et soir, cette rengaine ne pouvait que finir par pénétrer les cervelles malléables des électeurs. Les organisations communautaires juives ont été au premier rang de la manœuvre, CRIF et l'ICRA en tête, ainsi que toutes les officines dites antiracistes créées pour l'occasion.
détestation naturelle de tout ce qui revêtait une coloration nationale a pu se déchaîner, d'autant que c'était pour le bon motif, pour que la gauche conserve le pouvoir. Ce grand tabou, jeté par les excellences morales du pays sur un parti qui ne présentait aucun danger réel, mais de grands avantages pour la gauche, va charger la droite d'un handicap insurmontable et installera le FN dans son périmètre bien délimité, dont il ne sortira plus. À ce stade, il faut se demander justement pourquoi le FN n'est jamais parvenu à franchir le palier décisif qui l'aurait rendu incontournable dans l'action politique proprement dite. Il sait, ou a toujours dû, se contenter d'un simple rôle de nuisance, essentiellement de nuisance de la droite classique. Il s'agit là d'une vaste question qui n'a évidemment pas une réponse unique. On peut esquisser un certain nombre de pistes. La diabolisation mise en place par la gauche et les responsables communautaires juifs a été grandement facilitée par la haine farouche de Jacques Chirac à l'encontre de Le Pen. Haine qui va avoir des conséquences politiques très importantes pour tout le camp dit de droite. Pourquoi cette haine constante, étonnante de la part d'un personnage aussi versatile que Chirac? Sans entrer dans trop de détails, rappelons que Chirac a manifesté dès sa jeunesse des penchants communistes marqués, alors que Le Pen a toujours fait preuve d'un anticommunisme sincère et virulent. Et qu'en outre, Chirac avait pris dans les années 86-87, année précédant la présidentielle de 88, des engagements très précis auprès des responsables communautaires juifs. Engagements auprès du Bnai Brit et auprès du CRIF, entre autres, de ne jamais s'allier avec le Front National. Ce qui ne l'empêchera pas de perdre en 88. Quoi qu'il en soit, les responsables communautaires juifs ont interdit tout rapprochement de la droite et de l'extrême droite au nom de la morale et des droits de l'homme. Et la droite va obéir servilement, renforçant ainsi la diabolisation destinée à isoler le Front National. Le FN, ses militants et ses électeurs vont certes être les victimes de cette diabolisation. Mais Le Pen, lui, en tirera plutôt avantage. Le voilà installé au centre du paysage politique français et très médiatisé, malgré ses affirmations. Le rôle de grand méchant loup de la politique que lui a attribué la gauche, eh bien, il va le jouer avec beaucoup de constance et de talent. Et même, il va considérablement en rajouter. Et nous arrivons là à une nouvelle piste. Parce qu'enfin, il faut tout de même constater que les fameux dérapages de Le Pen, qui coûtèrent si cher au mouvement et qui servirent d'aliment à la diabolisation, parce que cette diabolisation, il fallait bien l'entretenir comme on entretient un feu. C'est quand même lui, Le Pen, qui fut à leur origine. C'est bien lui, et pas un autre, pas un ennemi du système, qui a prononcé le fatidique point de détail, et qui, malgré le tsunami déchaîné, va récidiver exactement un an plus tard avec le Durafour crématoire. Étonnant de la part d'un vieux routier de la politique comme lui, d'un homme qui connaît parfaitement le poids des lobbies, le contexte politico-communautaire français très particulier et la sensibilité plus qu'exacerbée sur ces questions. Ce fâcheux point de détail lâché en septembre 87, quelques mois avant la présidentielle de 88, survenait en plus dans un contexte de sondage très favorable. Le FN planait alors à des 18-20%. Ce qui rend d'autant plus étonnant qu'il ait choisi ce moment-là pour lâcher une provocation de ce calibre. De quoi se poser beaucoup de questions.
Toujours est-il que le système a trouvé son compte dans cette diabolisation et a, en contrepartie, offert un cadeau de taille à Le Pen. Il lui a permis d'accaparer à lui tout seul tout le terrain national et identitaire. Et qu'en a-t-il fait? Il n'a jamais cessé de diaboliser par ses outrances les idées qu'il prétendait défendre. Sa responsabilité à cet égard est écrasante. Non seulement il a porté un préjudice énorme aux idées nationales, mais il est parvenu à stériliser les suffrages de toute une partie de la population, la plus vulnérable, celle qui plaçait ses espoirs en un parti perçu comme le seul capable de résister à l'arrogance de la classe politique. Un énorme service rendu au système. La scission de décembre 1998 marque un tournant décisif dans l'histoire du mouvement, qui est alors à son plus haut niveau. Il aura notamment 275 conseillers régionaux cette année-là, contre 118, pas même la moitié, depuis les régionales de 2010. Jean-Marie Le Pen a alors 70 ans et son obsession est de se débarrasser de Maigret, le numéro 2 officiel du mouvement, celui qui est considéré par le système comme son successeur naturel. Or, il s'agit de garder à tout prix le Front National au sein du clan. Maigret va être poussé à la faute et au clash qui couvaient depuis un certain nombre d'années. La scission verra le départ des poids lourds du mouvement, hauts fonctionnaires, polytechniciens, énarques, de tous ceux qui essayaient de faire évoluer la PME familiale vers un parti au fonctionnement normal. Jamais le mouvement ne s'en relèvera, mais qu'importe, l'essentiel pour Jean-Marie Le Pen était d'être enfin débarrassé de tous les prétendants putatifs. Le FN était en lambeaux, oui, mais c'était toujours lui qui tenait la barre. Même Marie-Caroline Le Pen, la fille aînée, suivra les félons, ce qui en dit long sur le climat régnant alors dans le mouvement. Une héritière possible partie, une autre va prendre immédiatement le relais. La Benjamine, Marine, celle que tout le monde considère comme le clone de son père. Nous sommes en 1999. Son ascension au sein de l'appareil sera dès lors constante et fulgurante et l'amènera sans coup férir jusqu'en janvier 2011, date de son apothéose. Il fallait être très naïf pour croire que les jeux restaient ouverts. Du reste, pour ne pas prendre de risques, les purges de tous les soutiens du Challenger et plus généralement de tous les opposants à l'héritière ont permis de dégager le terrain durant toutes ces années. S'il fallait donner un seul exemple du fonctionnement tout à fait particulier de ce mouvement, ce serait bien cette transmission stupéfiante. Un parti politique carrément donné en héritage. Les médias du système, qui n'étaient pas tendres pour le FN du temps de sa diabolisation, se sont bien gardés de trop s'appesantir sur la question. Car depuis un certain nombre d'années, ils étaient tout sauf trop méchants avec la nouvelle héritière qui, de son côté, a multiplié les avances et les messages requis pour être agréés. Et nous en arrivons à l'extraordinaire médiatisation dont Marine Le Pen fait l'objet depuis un certain nombre d'années dans les médias du système, qui ont pourtant toujours constitué des armes de propagande massive contre les idées nationales. Nous devons nous demander ce que cache la stupéfiante promotion dont elle est l'objet, car ce virage à 180 degrés est éminemment suspect. Après avoir diabolisé ou fait mine de le faire le père durant 30 ans, voilà que tout à coup le système dédiabolise la fille à tour de bras et lui ouvre grandes les portes de ses médias. Dans quel but? Remontons là aussi quelques années en arrière.
À partir du début des années 2000, suite aux événements du Proche-Orient, on assiste dans les banlieues dites sensibles à une nette recrudescence d'actes d'antisémitisme. Comble de malchance, ces manifestations ne viennent pas de l'extrême droite, ce qui serait bien commode, mais des quartiers peuplés d'immigrés. De ceux-là même qui ont été encouragés pendant des décennies à venir s'installer en France, par toutes les organisations communautaires et assimilées. À partir de ce moment-là, face aux tensions qui s'exacerbent entre communautés, et pour répondre aux angoisses des responsables juifs, le système comprend la nécessité de desserrer le carcan et de libérer un peu la parole sur ces sujets autrefois tabous. Cette situation nouvelle, les chances pour la France devenue une vraie malchance pour les Juifs, va provoquer une sensible évolution et une instrumentalisation nouvelle du mouvement. Certains, dans l'intelligentsia juive, vont commencer à se chercher de nouveaux alliés face à un antisémitisme encore larvé, mais qui pourrait éclater un jour. Et en chercher notamment là où on s'attendrait a priori le moins à en trouver, à l'extrême droite. Et nous arrivons là aux racines de la dédiabolisation, qui n'est nullement, comme certains naïfs pourraient le croire, issue d'une volonté de certains dirigeants du front de normaliser leur rapport avec le reste de la classe politico-médiatique. Tout comme le mouvement n'était pas à l'origine de la diabolisation, il ne l'est pas davantage de la dédiabolisation. Ce n'est en rien une stratégie de sa part. Ces mots d'ordre sont uniquement tributaires des intérêts de ceux qui manipulent le FN, comme ils l'ont toujours fait depuis 30 ans. Ce n'est pas nouveau. À partir de ce moment-là, avec un bel ensemble, les médias du système vont commencer à ouvrir toutes grandes leurs colonnes, leurs radios, leurs télés, à la fille du président du parti maudit et à accompagner son ascension. Les intérêts convergeaient. Ce que l'on attendait à présent du Front National, c'était de jouer le rôle indispensable à la fois de gendarme et d'idiot utile de service. Marine Le Pen a compris tout le parti qu'il y avait à tirer pour elle personnellement de cette normalisation et elle a multiplié les avances en ce sens. Bien sûr, en contrepartie, elle doit respecter la règle du jeu. Pas de questionnement gênant sur les origines de cette immigration, ni de remise en cause des vaches sacrées du système qui doivent rester intouchables. En fait, les médias ont parfaitement saisi que la prétendante d'hier, présidente d'aujourd'hui, souhaite avant tout devenir respectable, propre sur elle, de faire enfin partie du système, bien au centre du jeu politique et plus à la marge comme une pestiférée. Pour cela, elle a compris qu'il fallait balancer par-dessus bord les thèmes sulfureux qui froissent les susceptibilités de ses futurs partenaires, et tous ceux qu'elle appelle élégamment les bras cassés. En gros, tous les nationalistes. Des pans entiers de ce qu'il est convenu d'appeler les fondamentaux du parti ont d'ores et déjà été allégés pour faire place à une version revue et corrigée compatible avec la pensée dominante. Le prix du ticket d'entrée en quelque sorte. Marine Le Pen veut faire du chiffre électoral, ce qui est logique et normal pour tout candidat. Le problème, en ce qui la concerne, c'est que cela l'oblige à de grands écarts idéologiques de plus en plus acrobatiques. Comment satisfaire ces nouveaux amis sionistes sans s'aliéner les Français d'origine immigrée qui constituent eux aussi un marché électoral important? Que dire, que faire pour plaire aux uns et aux autres? Sans parler des autres lobbies si influents, comme les homosexuels, à qui il ne faut pas oublier de faire aussi les yeux doux. Et tout ça sans laisser filer l'électorat de base du FN, qui ne comprend rien à toutes ces arguties et se détermine beaucoup plus simplement. Ou s'abstient de voter.
une gymnastique de plus en plus casse-cou. Dans son désir de se rendre fréquentable à tout prix, elle a multiplié les comparaisons les plus hétéroclites. Elle a déclaré être plus à gauche qu'Obama, se reconnaître en Arnaud Montebourg et partager plusieurs des analyses de Chevènement. Voilà les références que multiplie Marine Le Pen dans ses efforts pour se débarrasser du fâcheux mistigris de cette extrême droite si politiquement incorrecte que lui a refilé son père en même temps que la boutique. Elle veut bien la boutique et les avantages qui vont avec, mais pas le mistigris. Je terminerai en indiquant qu'à mon sens, le FN est clairement parti pour effectuer une trajectoire à la Gianfranco Fini en Italie. Celui qui a débuté néofasciste et a terminé battant sa coulpe à Yad Vashem. Dans cette logique, le FN finira par servir de supplétif à ceux qui assurent aujourd'hui la promotion effrénée de sa présidente. Le tapage médiatique fait autour d'elle démontre amplement qu'elle n'est en rien un danger potentiel. Mais tout juste l'inverse. Comme son père, elle est chargée de drainer les déçus et les révoltés du système pour les conduire dans une impasse, histoire de les faire patienter en lâchant un peu de vapeur. Cette constatation n'est pas gaie, c'est vrai, mais je crois qu'il faut être lucide et cesser de se bercer d'illusions. Le FN aujourd'hui, tel qu'il est devenu, n'incarne plus en rien une quelconque résistance au système. Et je crois même qu'il ne l'a jamais réellement été. Bien évidemment, j'ai exposé ma vision des choses sur ce sujet sensible. Je pense que certains auditeurs ne partageront pas forcément toutes mes conclusions, ce qui est tout à fait normal et sain. Merci Anne Kling. Est-ce que vous pouvez appuyer sur le micro le temps? Voilà, merci. Alors, on remercie bien sûr chaleureusement Anne Kling pour cette première partie de la conférence. Alors, je rappelle aux auditeurs de proposer des questions pour avoir le droit soit à la parole avec si jamais ils ont un micro, et s'ils n'ont pas de micro, on relaiera les questions. Alors, dans un premier temps, moi je poserai une question qui, je pense, devrait intéresser les auditeurs, c'est quelles sont vos relations avec la famille Le Pen dont vous parlez. Enfin, connaissez-vous plus ou moins bien, je ne sais pas, connaissez-vous Jean-Marie Le Pen et sa fille, ou du moins je pense que vous connaissez des gens qui en sont proches, évidemment. Je ne connais. Bon, j'ai rencontré Jean-Marie Le Pen en l'une ou l'autre circonstance. Je ne connais absolument pas sa fille personnellement. Je connais énormément de gens qui les ont fréquentés. Merci. Alors, j'aurais une autre question. C'est, vous parlez des homosexuels de certains homosexuels et d'un lobby homosexuel qui influence le Front National. Alors, pouvez-vous être un petit peu plus précis si c'est possible? Moi, à titre personnel, j'ai recherché ces informations, j'en ai pas trouvé, mais j'aimerais bien vous entendre un petit peu là-dessus. Merci. Bien, vous avez reçu il n'y a pas longtemps Alain Soral. Alain Soral a fréquenté assez assidûment le Front National. C'est lui qui a parlé de la bande à Marine en la qualifiant de cage aux folles. Donc j'en parle dans mon livre en indiquant que je lui laisse la responsabilité de cette affirmation. Je pense qu'il a eu l'occasion de les contempler là, de près. Donc là, nous entrons dans un domaine privé qui est pourtant extrêmement important sur le plan politique. Il n'est pas question, et dans mon livre, je n'ai pas dit un tel ou un tel qui fait partie de l'entourage de Marine Le Pen fait partie de cette mouvance, bien évidemment non. J'en ai discuté avec Roger Olindre, qui a quitté le front il y a l'année dernière, je crois, qui a claqué la porte il était furieux justement de ce qu'il appelait une dérive, ce front qu'il ne reconnaissait plus. Il est allé se plaindre à Jean-Marie Le Pen
en disant justement que l'entourage de Marine Le Pen était des plus curieux et ne lui convenait pas. Et Le Pen père lui a répondu « il faut vivre avec son temps ». Voilà. Très bien, merci. Je vais relayer la question d'un auditeur. Vous parlez donc, Madame Kling, de fondamentaux que Marine Le Pen aurait trahis. Vous parlez également de fondamentaux allégés. Pouvez-vous nous préciser un petit peu quels sont ces fondamentaux allégés, justement? Merci. Bien, sur des sujets de société, Marine Le Pen a pris des positions concernant l'avortement ou le Pacs qui ne sont nullement conformes à ce qu'étaient les fondamentaux à l'origine. Sur le plan de l'immigration, ce qui est un point extrêmement important du programme, elle n'est absolument plus sur la ligne qui a été celle de son père ou du Front National autrefois, qui était d'inverser les flux migratoires, puisque dans son programme figure simplement un allègement des quotas d'immigration. Donc en fait, elle est pour une poursuite de l'immigration simplement moins importante que ce qui est la norme à l'heure actuelle. Il y a certains candidats au cantonal dont les profils sont pour le moins surprenants. On a pu le constater l'an dernier au cantonal. Certains transfuges ou certaines transfuges de chez Besancenot prenant des positions sur la famille ou sur le mariage homosexuel, puisqu'on en revient à cette question, totalement en contradiction avec ce qui était la défense habituelle de la famille et des valeurs familiales qui étaient prônées par le Front. Et Marine Le Pen s'est totalement solidarisée avec ces prises de position en déclarant que c'était un gage d'évolution du parti. Merci de votre réponse. Je laisse la parole à un auditeur désormais, Pierrick. Oui, bonjour, merci pour cette conférence. Je voudrais savoir, pensez-vous que tout de même le Front National, dans son programme et dans certaines de ses revendications, telles que la sortie de l'Union européenne, l'éloignement des États-Unis au niveau géopolitique, et la position toujours défavorable vis-à-vis de l'immigration ne constitue pas tout de même dans l'idée où un haut score serait atteint par le FN un réel message donné par l'électorat français à ces politiques et une réelle menace en fait pour le système politique, par exemple un haut score du Front National au premier tour qui pourrait faire exploser l'UMP ou voire même une élection du FN qui serait de toute manière positive. Donc, ne pensez-vous pas que le vote FN reste une option toujours meilleure que l'abstention? Bien, il est évident que dans l'esprit du public, qui la plupart du temps ignore ou ne lit pas les programmes avec beaucoup d'attention, et du reste, grâce à la diabolisation qu'il a renforcée dans cette opinion, donc dans l'esprit du public, le Front National est aujourd'hui encore perçu comme un parti de résistance populaire au système. Ce que je pense qu'il n'est pas en réalité, mais c'est ainsi qu'il apparaît. Et en plus, il est vrai que les Français sont lassés de cette classe politique absolument arrogante, qui ne respecte pas la démocratie, quoi qu'elle en dise, qui n'a que ce mot à la bouche, mais qui ne l'applique en rien. Et donc, ils ont envie, c'est logique, d'adresser un message fort au système, un message de protestation. Et
ils n'ont guère que le Front National pour adresser ce message au système. En ignorant qu'en fait, ce n'est peut-être pas un réel message au système, mais que c'est un espèce de complice du système pour qui ils votent. Mais ils n'ont guère le choix. Effectivement, le Front National est encore perçu, j'allais dire malheureusement, comme cette seule possibilité électorale de protester contre la classe politique. Merci de votre réponse. Anthony souhaite la parole. Oui, merci. Alors, je voulais demander, donc merci déjà à Anne Kling pour la conférence très intéressante. J'aurais souhaité revenir sur une des choses qu'elle a dites, qui m'ont beaucoup plu, hein, en parlant des dérapages comme quelque part d'une nécessité en fait de la diabolisation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que Jean-Marie Le Pen n'a pas lui-même, d'une certaine façon, participé ou rendu plus facile sa diabolisation. Mais ce que j'aimerais savoir, très clairement, c'est est-ce que vous pensez que c'était dans sa nature et que donc en fait c'est l'honnêteté qui l'a conduit à dire certaines choses, alors qui peuvent soit paraître monstrueuses à certains, soit tout simplement du bon sens à d'autres. Est-ce que c'est par nature qu'il a fait ça ou est-ce que c'est par calcul? C'est-à-dire est-ce que c'est parce qu'il comprenait que c'était les conditions de sa médiatisation et de son ascension? Ou bien, voilà, c'est-à-dire en gros, pour résumer la question, c'est est-ce que Jean-Marie Le Pen était honnête ou bien est-ce qu'il avait conscience quand même de travailler à quelque chose, notamment aux diabolisations des bonnes idées? Merci. Pour les gens qui l'ont approché de près et qui ont vécu tous ces épisodes, je dois dire que les avis sont assez partagés. Et c'est vrai que certains pensent que sa nature provocatrice a pris le dessus et qu'il n'a pas pu s'empêcher. Comme je l'ai dit, moi, je serais beaucoup plus mesurée. C'est un homme qui connaît parfaitement tous les ressorts de la vie politique du pays, qui maîtrise parfaitement le discours. Donc c'est assez difficile d'admettre que ces dérapages aient pu ainsi être totalement incontrôlés. Ça m'étonne d'autant plus que le premier, bon, à la limite, qui intervenait en septembre 87, dans un contexte particulier. Il avait espéré aller en Israël au début de l'année, donc il s'était rendu aux États-Unis en février 87 pour rencontrer des responsables juifs au niveau mondial. Il espérait à ce moment-là aller en Israël pour normaliser son image. Et effectivement, les responsables communautaires juifs s'y sont totalement opposés, et ce, avant qu'il n'ait dérapé, puisque finalement ce dérapage est intervenu en septembre. Quelques mois avant la présidentielle de 88. Donc, c'est assez, moi, je trouve, assez difficile à croire. On lui a posé une question sur ce qu'il pensait des travaux révisionnistes qui venaient de sortir, Florisson et Roch. Bon, il pouvait s'attendre à cette question. Ce point de détail, je trouve, relève véritablement de la provocation. À mon sens, mais bon, peut-être lui a prétendu qu'il s'était fait piéger. Bon. Enfin, il pouvait s'attendre à cette question. Et je suis relativement bien placée pour savoir qu'on peut dire un certain nombre de choses, et même un certain nombre de vérités. Tout est dans la façon de la dire. Ce point de détail ne pouvait que exciter et provoquer ce qu'il a provoqué. Et en plus, il récidive exactement un an après, en septembre 88. Là, la présidentielle avait eu lieu et il avait été fort déçu de son résultat. Il n'était que 4e alors qu'il espérait être dans les finalistes. Donc là, il s'est lâché. Mais enfin, il savait, là encore, que ça allait déchaîner un tsunami, ce que ça n'a pas manqué de faire. Donc, j'ai du mal à croire que ça n'ait pas été délibéré, fait pour parler de lui, pour empêcher aussi en certaines circonstances, il y a eu des dérapages, pour empêcher toute possibilité d'accord avec la droite classique. Voilà, c'est mon sentiment. Très bien, alors juste un petit rebond et ensuite je laisse la parole à d'autres auditeurs. Est-ce que finalement,
là dernièrement, on a quand même eu Marine, toute la presse s'en est fait écho, qui était à un bal, alors qui a été qualifié de nazi, enfin bon, tous les termes qu'on entend, hein, issus de l'antifascisme, donc là, le facho, machin. Est-ce que finalement, là c'est pareil, on peut se dire quand même que vu l'expérience politique de la famille Le Pen, elle sait forcément quelle réaction ça risque de provoquer. Donc est-ce qu'en faisant ça, est-ce qu'elle ne poursuit pas finalement ce que vous avez décrit pour le père, c'est-à-dire de temps en temps faire un petit clin d'œil pour dire non, non, vous inquiétez pas, je reste diabolisable. Est-ce que vous analyseriez les derniers événements, là, puisqu'on est du coup dans l'actualité, de la même manière? Merci. Bon, effectivement, ce n'était pas la chose à faire en plus en pleine campagne. Donc, je pense qu'elle elle est obligée de satisfaire deux publics fort différents. Elle est obligée de satisfaire le public du Front National qui attend quelques pieds de nez au système, et elle est obligée de faire en quelque sorte les yeux doux au système. Donc, elle est obligée tantôt d'appuyer sur une pédale, tantôt sur l'autre. Ce bal à Vienne était peut-être un clin d'œil adressé à l'électorat traditionnel du Front National. On peut l'imaginer. Je ne sais pas en fait, ou peut-être ne s'est-elle pas rendu compte, mais là c'est difficile à croire. Effectivement, ça ne pouvait que déchaîner justement ce jour-là. Donc je pense qu'il y a cette nécessité d'adresser des messages aussi à un certain électorat du Front National. Merci de votre réponse. Je laisse la parole désormais à un auditeur, Polo. Bonsoir. Une question assez simple. J'aimerais savoir quel était le parcours qui vous avait amené à vous intéresser au Front National. Je ne me suis pas intéressée en priorité au Front National, je me suis intéressée en priorité aux organisations communautaires juives, car dans le cadre de mon militantisme politique, mais qui n'était pas au Front National, j'ai été poursuivie par la LICRA et renvoyée en correctionnel. J'ai gagné. Mais cet événement qui est survenu en l'an 2000 m'a considérablement donné à réfléchir, et je me suis demandé comment une officine communautaire pouvait avoir autant de puissance et renvoyer tous ceux qui lui déplaisaient devant la justice. Donc à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser à la LICRA. Et donc, de fil en aiguille, car j'ai découvert, parce que j'ignorais l'étendue de son pouvoir, d'où elle venait, ses origines communistes, etc. Et de fil en aiguille, j'ai été amenée, du coup, après, à m'intéresser aux révolutionnaires juifs dans la révolution bolchevique, parce que là aussi, en travaillant sur la LICRA, je me suis rendu compte que l'origine de la LICRA provenait de là. Ensuite, je me suis intéressée au CRIF, et finalement, de fil en aiguille, aussi également au Front National, car tout se tient et finalement tout est lié. Est-ce que vous pouvez éteindre? Merci pour cette réponse. Alors je vais à présent relayer une question d'un auditeur. Récemment, il y avait une émission de radio où Marine Le Pen était invitée. Elle était interviewée par Aïd Chabot, me semble-t-il, et elle lui a posé la question suivante. En cas de victoire du Front National aux élections présidentielles, est-ce qu'elle choisirait un Premier ministre issu du FN? Et elle a répondu qu'il y aurait de fortes chances pour que ce ne soit pas le cas. Donc c'est une réponse assez énigmatique. À votre avis, de quel horizon politique cet individu pourrait-il donc provenir? Je suppose que le problème du front, il est là. Cette appropriation familiale dont j'ai parlé a fait qu'elle a fait fuir tous les éléments intéressants ou valables du front. Il n'y a plus grand monde au front, il y a tout simplement une coquille vide. Un parti ne se résume pas à une personne. Or, à l'heure actuelle, le Front National se résume
quasiment à une poignée de personnes. Alors effectivement, je pense qu'elle aurait, bon, dans cette hypothèse totalement surréaliste à laquelle je ne crois pas un quart de seconde, jamais le système n'accepterait, jamais les Français non plus, donc elle n'aura pas à s'inquiéter trop pour la question, je pense, mais elle serait effectivement bien en peine de trouver quelqu'un au Front National pour occuper cet emploi. Pour la question d'un auditeur qui demande si, à vos yeux, Anne Kling, la nouvelle ligne économique du Front National, c'est-à-dire la ligne qui consiste à critiquer le mondialisme financier, est une évolution positive. Merci. Oui, évidemment, on ne peut qu'être d'accord avec cette critique des prédateurs financiers que l'on voit à l'œuvre partout en ce moment. Donc effectivement, ça me semble tout à fait normal et que l'on critique ce mondialisme financier, oui, bien sûr. Très bien, alors s'il n'y a pas d'autres questions, je peux relayer une nouvelle question d'auditeur. Auditeur qui demande, donc à propos de ce que vous avez dit sur Marine et ses propos vis-à-vis de l'immigration, vous estimiez que Marine lâchait du lest un petit peu sur les fondamentaux. Auditeur demande donc, oui, mais la proposition de Marine qui consisterait à supprimer les allocations familiales aux étrangers, cet auditeur voudrait savoir si cette proposition de Marine suffirait bel et bien à inverser les flux migratoires, comme elle prétend le faire. Bon, il est évident qu'en supprimant quelques pompes aspirantes, on améliorerait la situation. Maintenant, si elle voulait vraiment être fidèle aux fondamentaux du Front National, les fondamentaux qui étaient ceux d'autrefois, le Front National a toujours prôné l'inversion des flux migratoires. Or, dans le nouveau programme de Marine Le Pen, il n'est plus question d'inversion des flux migratoires. Il est juste question de diminuer le nombre d'immigrés légaux entrant en France dans le pays, qui est à l'heure actuelle de 200 000 par an. Elle veut arriver en 5 ans à 10 000 par an. Ce qui signifie en clair que sur 5 ans, il y aura encore un certain nombre de centaines de milliers d'immigrés qui entreront dans le pays. Donc il y a là une espèce de contradiction ou un adoucissement très marqué par rapport aux fondamentaux d'autrefois. Allez, on réessaye notre auditeur précédent. Merci, excusez-moi pour le problème technique. Donc ce que je voulais vous demander, c'est est-ce que vous pensez que le Front National se diabolise uniquement pour conserver sa place et plaire au système, ou est-ce qu'il se diabolise pour, du même coup, volontairement diaboliser toute idée d'indépendance nationale, de sortie de l'Union européenne, d'opposition à la politique américaine, etc., etc. Le Front National ne s'est pas diabolisé, il me semble, il a été diabolisé et utilisé par le système. La raison d'être de la diabolisation était au départ d'empêcher toute entente entre les droites. Voilà, c'était ça la raison d'être. Le Front National a subi cette diabolisation, mais je pense que finalement, Jean-Marie Le Pen y a trouvé son avantage. Il avait son périmètre politique bien déterminé, il a pu y faire absolument ce qu'il voulait, il avait les coups des franches, personne ne lui... donc il a pu... cette diabolisation, finalement, il a fini par s'en accommoder et par en rajouter, mais au départ, c'est quand même pas le Front qui est à l'origine de la diabolisation. Non, c'est pas le Front qui est à l'origine, mais la position de François Asselineau, par exemple, c'est de dire que le FN en rajoute, fait des dérapages volontaires pour associer à ces dérapages des idées, d'autres idées et les salir du même coup. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il a raison et qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Ce serait extrêmement encore pire que ce que je pense, oui, effectivement. Mais c'est vrai que on peut observer que après 40 ans d'existence, est-ce que le Front National a servi les idées nationales ou pas ? Je suis désolée.
on peut constater qu'il les a plutôt desservis que servis. Donc, effectivement, il y a là une responsabilité importante de la part de la famille Le Pen dans la promotion de ces idées nationales. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, enfin Jean-Marie Le Pen a fait tout ce qu'il a pu pour les diaboliser. Donc, effectivement, il ne les a pas servis, ces idées, il les a desservis. Et juste pour rebondir sur ce que disait l'auditeur, est-ce que vous connaissez François Asselineau? Est-ce que vous avez écouté certaines, il est candidat à la présidentielle, enfin il espère l'être. Est-ce que ça vous intéresse un petit peu le parcours de l'UPR et de François Asselineau ou pas trop? Non, je ne connais absolument pas. Très bien, il a des positions extrêmement proches des votes sur ce sujet-là, donc ça pourra peut-être vous intéresser. Mathieu, je te laisse reprendre la parole. Oui, une question d'un auditeur qui faisait remarquer quand même que, évidemment, il existe des partis dits nationalistes ou, on va dire, qualifiés d'extrême droite par les gens de gauche en général ou prétendus tels. Alors pourtant, il semble quand même que le Front National atteigne les meilleurs scores ou quasiment les meilleurs scores par rapport à ses collègues, si on peut dire, européens. Alors est-ce que cet état de fait n'encourage pas plutôt à saluer la personnalité, le parcours de Jean-Marie Le Pen? Je ne suis pas absolument certaine que les autres pays européens fassent des scores tellement moins importants que le Front National. Je crois qu'au contraire, dans certains pays comme la Hollande ou en Italie, les scores ont été plus importants. Bon, ceci dit, ce qui se passe en Europe en général, c'est qu'il y a, la diabolisation existe, mais elle a toujours été nettement moins intense qu'en France. En France, elle a pris des proportions tout à fait énormes, en raison d'ailleurs de la présence d'une communauté juive extrêmement importante en France, la plus importante d'Europe. Donc ça a beaucoup joué pour la diabolisation. Donc pour les scores du front, ils se sont quand même toujours situés en dessous de 20%. Jamais le Front National n'a réussi à dépasser ce plafond, alors qu'en fait la situation, oui, en France il y a toujours eu une immigration très importante, donc c'est logique que les scores du Front étaient particulièrement importants, mais je ne crois pas qu'ils soient tellement plus importants que ce qu'ils ont été par ailleurs dans d'autres pays. Merci pour votre réponse, Madame King. Alors je relais une question d'un auditeur, cette fois-ci à propos de Bruno Gollnisch. Alors on a vu que récemment il a été plus ou moins un petit peu mis à l'égard de la campagne présidentielle, on n'en entend pas beaucoup parler. À l'époque de la succession du Front, c'est vrai qu'on nous présentait un petit peu comme la continuité de Jean-Marie Le Pen, la ligne dure du Front National. Donc est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment des différences entre Marine et Gollnisch? Et donc suite au congrès, on a vu qu'il y avait 2/3 de voix pour Marine et seulement 1/3 pour Bruno Gollnisch. Et est-ce que les Gollnischiens ont été peu à peu épurés? Est-ce qu'il y a une chasse aux Gollnischiens ou comment ça se passe à ce niveau-là? Bon, alors c'est vrai qu'au congrès de janvier 2011, il a fait 1/3 et elle 2/3. Il ne faut pas oublier que ce jour-là, il y a quand même pratiquement un quart, pas tout à fait un quart de tous des adhérents qui auraient pu voter qui ne se sont pas prononcés. C'est intéressant de le noter. En réalité, Marine Le Pen, ce jour-là, pesait exactement la moitié de son mouvement. La moitié des électeurs potentiels du Front, enfin des adhérents, ont voté pour elle. Donc, est-ce que Gollnisch est sur la même ligne que Marine Le Pen? Je pense que non. Je pense que ses convictions nationales ou nationalistes sont plus fortes. Et surtout, lui se proposait, en cas de victoire, de réunir à nouveau tout le camp national, ce qui était très important.
Mais ce qui aurait été une véritable catastrophe pour la famille Le Pen, qui ne voulait surtout pas de cette réunification, qui aurait justement refait entrer tous les prétendants qu'ils avaient eu beaucoup de mal à éliminer. Donc lui qui a des convictions, je pense, nettement plus ancrées et plus fortes, voulait réunir tout le camp national. Donc c'est une énorme différence avec Marine Le Pen qui veut bien réunir tous les Français, mais surtout pas tous les nationaux. Très bien, merci. Je relais une nouvelle question d'auditeur, alors je vous la lis telle quelle. Effectivement, Jean-Marie Le Pen a fait n'importe quoi ces 30 dernières années. Cependant, en regardant les autres pays européens, on constate qu'aucun parti nationaliste n'a réussi à arriver au pouvoir, bien que chacun ait eu des stratégies différentes. Même si, pense l'auditeur, ça arrivera probablement dans quelques années. Ne pensez-vous pas que le système aurait diabolisé le FN, même si Jean-Marie Le Pen avait fait les bons choix, avec des montages, par exemple, tels que Carpentras? C'est possible que le système... de toute façon, le système avait diabolisé Le Pen avant ses dérapages. Ça, c'est évident. Il a été diabolisé dès les premiers succès électoraux, dès 83-84. Il a été diabolisé. Il n'a commencé ses fameux dérapages qu'en 87. Donc la diabolisation, elle était là, et bien là. Donc, mais je pense que... Dans les autres pays, la diabolisation répondait exactement aux mêmes nécessités qu'en France, c'est-à-dire essayer d'imposer une immigration massive au niveau de toute l'Europe. Je pense que c'était ça le but de toutes ces associations communautaires et assimilées, c'était en quelque sorte... d'affaiblir l'Europe. Hein. Je pense que c'est de ça dont il est question, c'est d'affaiblir l'Europe par l'immigration. Donc, même si d'autres mouvements nationalistes européens n'ont pas dérapé, ils sont également diabolisés puisque en fait, le but, c'est d'imposer une immigration et d'empêcher que les partis puissent s'y opposer. Très bien. Alors, à nouveau une question orale d'un auditeur. Bonsoir Madame Kling. Alors tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation et d'être venu ici pour la conférence. Moi, en fait, je voulais vous demander, en admettant qu'on parte du principe que votre analyse est juste, c'est-à-dire que vous avez vu clair dans votre critique du Front National, est-ce que pour vous, il y a, je ne sais pas moi, un parti, un groupuscule, quelqu'un qui est susceptible d'incarner peut-être une relève pour les nationalistes qui cherchent quelque chose d'intéressant dans le paysage français, ou alors est-ce que en fait on n'a plus qu'à plier bagages, quel est votre analyse? Est-ce que vous tournez la tête vers quelque chose d'autre? Qu'est-ce qui peut susciter peut-être un espoir pour ceux qui font en fait le même constat que vous? Voilà. Eh bien, il faut admettre déjà qu'il existe des situations qui n'ont pas de solution à court terme. Donc, il faut occuper le terrain au moins culturellement, ce qui est très important. Même s'il n'y a pas une solution électorale qui se profile à court terme, il faut continuer à travailler, à diffuser ses idées. Et donc, les circonstances peuvent évoluer. Je ne vois pas... bon, j'ai envie de dire qu'il y a à l'heure actuelle, en dehors du front, tous ceux qui en sont partis ou qui ont été... soit chassés du front, soit qui en sont partis volontairement, tous ceux qui sont dégoûtés du front. Il y a un certain nombre de militants qui sont dans la nature et qui pourraient éventuellement à nouveau retravailler, se manifester. Il y a beaucoup plus de monde, de nationaux, en dehors du front qu'à l'intérieur du front. Donc il y a déjà tout un vivier de personnes qui pourraient... à l'avenir, prendre la relève, travailler, mais bon, c'est un domaine extrêmement ingrat, d'autant que le système est puissant.
Et donc, il faut continuer à se manifester et à travailler sur le plan culturel, à essayer de faire prendre conscience aux gens de certaines réalités, de certaines vérités. C'est un travail des plus ingrats. Merci de votre réponse. Je laisse la parole à un auditeur Enfin, je lui redonne la parole, Pierrick. Oui, alors, j'aimerais savoir quels sont les groupes d'influence qui peuvent décider de la vie ou de la mort du FN, disons, médiatiquement ou dans oui, la vie et la mort politique du FN, en résumé. Je pense notamment au lobby juif que vous pointez du doigt. Et quels sont donc leurs leviers? De quelle manière peuvent-ils exercer une telle pression sur le Front National? Je pose la question sur les grandes lignes, évidemment. Sinon, il faudrait plusieurs heures pour en parler de manière exhaustive. Merci. Vous me demandez comment les organisations communautaires juives, surtout, font pour exercer leur influence. Oui, qui est comment dans les grandes lignes? Bon, ben, c'est une influence qui remonte à des décennies. Il faut remonter, en fait, des décennies en arrière et voir que justement elles ont fait ces organisations comme la LICRA ont effectué le travail dont je parlais tout à l'heure. Elles ont occupé le terrain, elles ont diffusé leurs idées, elles ont travaillé, elles ont fait du militantisme et c'est comme ça qu'elles ont réussi à occuper un terrain absolument disproportionné. Lorsque vous voyez à l'heure actuelle le CRIF qui a son dîner annuel auquel se précipite absolument toute la classe politique. On peut quand même se poser des questions et se demander d'où il tire une influence pareille. Bon, j'en ai fait un livre, la LICRA aussi, d'où elle tire cette influence. Bon, les raisons sont multiples, effectivement, et on pourrait en discuter pendant un bon moment. Elles ont tiré essentiellement, la source, c'est quand même une énorme culpabilité qui est liée à l'histoire du régime de Vichy et à la participation de ce régime de Vichy dans la déportation d'un certain nombre de juifs en France. Voilà, donc ça a été en fait la racine de la culpabilisation qui a été énormément exploitée par la suite. Donc voilà, je pense. Merci de cette réponse. J'avais une question à propos du rapport avec la franc-maçonnerie, puisque effectivement parmi les influences nouvelles, on a parlé du lobby homosexuel. Vous venez de répondre à l'instant à une question sur l'influence du lobby juif. À propos de la franc-maçonnerie, c'est vrai que c'est une question qui est intéressante. Je crois que Henri Coston, en 99, je crois, lors de cette scission entre Bruno Maigret et les gens qui l'ont suivi et le Front National, Henri Coston avait, je crois, consacré un numéro de lecture française à cette scission en prétendant, bon, j'ai pas lu ce numéro, malheureusement, j'ai lu certains travaux de Coston, mais pas celui-là, où il prétend, semble-t-il, que c'est par une manipulation de franc-maçonnerie, enfin de certaines de ces loges du moins, que le Front National aurait subi cette scission. Et donc parmi de nouveau maintenant à l'époque du Front mariniste, on parle d'une influence franc-maçonne. Alors j'aurais aimé que vous ayez des précisions sur ces événements, sur ce rapport avec la maçonnerie. Merci. Je me demande si, à l'époque de la scission, Coston n'exagérait pas l'influence de la maçonnerie. Vous savez, il y a certaines personnes qui voient l'ombre de la maçonnerie se profiler absolument partout et qui lui attribuent une influence et une importance qu'elle est extrêmement loin d'avoir, j'en suis absolument convaincue. Pour tous ceux qui ont bien connu le front à cette période, croyez-moi, je pense que les raisons liées au fonctionnement tout à fait particulier de ce mouvement, à l'ego absolument dévastateur de son président,
aux divergences d'ailleurs stratégiques par rapport à la droite et à différents points politiques, était largement suffisant pour expliquer la scission qui était inévitable, même sans l'intervention de la franc-maçonnerie. Bon. Alors aujourd'hui, à l'heure actuelle, effectivement, certains francs-maçons ont annoncé leur ralliement au Front National, puisque le président du comité de soutien de Marine Le Pen appartient, je crois, au Grand Orient de France, et puis enfin diverses personnes de son entourage sont dans différentes loges. Bon, ça ne fait pas encore tout un courant, mais il y a effectivement certaines personnes qui ont rejoint, quelques francs-maçons qui ont rejoint. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ces francs-maçons se sont tout d'un coup convertis aux idées nationales ? Là, le Front National pourrait effectivement crier victoire, mais je ne crois pas. Je crois que ce qui se passe, c'est que comme Marine Le Pen a passablement infléchi son discours dans un sens qui est quasiment maçonnique, en parlant abondamment de laïcité, de république, de citoyens. Donc, tout naturellement, c'est elle qui a fait le pas en direction de ces francs-maçons. Ce n'est pas le contraire qui s'est produit. Merci pour cette réponse, Madame Kling. Alors, je relais donc une question d'un auditeur à nouveau. Étant donné que le Front National a toujours été très attaqué par la communauté juive, je pense que vous êtes la première au courant. Récemment, il y a eu le grand rabbin qui a dit que les valeurs du FN étaient incompatibles avec celles du judaïsme. On se souvient de campagnes telles que Pas une voix juive pour le FA. Et pourtant, Marine Le Pen, depuis quelques mois, fait un petit peu des courbettes auprès de la communauté juive. Il y a eu ces invitations sur les radios communautaires qui ont été refusées en plus, in fine. Donc elle essaye un petit peu de lever cette fatwa qui a été décrétée par la communauté juive française. Et pourtant, malgré tout ça, les idées nationales sont toujours autant diabolisées et le FN, visiblement, n'a aucune chose d'arriver au pouvoir. Alors à quoi bon tout ça ? À quoi bon donner des gages ? À quoi bon voilà, donc se déshonorer si au final il y a toujours cette diabolisation qui opère. Bon, je ne vous le fais pas dire. Effectivement, à quoi bon se déshonorer et se renier, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, mais en fait, la question, elle est plus subtile parce que, en fait, face aux événements que j'évoquais tout à l'heure, à savoir ces manifestations d'antisémitisme qui se sont développées en France à un certain moment, au début des années 2000, ça a donné quand même à réfléchir à certains responsables de la communauté et ils ne sont pas tous sur la même ligne, bien au contraire. Il y a une espèce de fracture qui s'est dessinée entre d'un côté les jusqu'au boutistes, ceux qui étaient toujours opposés au Front National, qui ont mené la danse de la diabolisation, donc c'est-à-dire la LICRA, le CRIF en tête. Mais il y a quand même toute une fraction de la communauté juive qui, elle, se sent menacée et qui n'est pas d'accord avec cette ligne jusqu'au boutiste. Et du reste, Marine Le Pen a réussi à établir des passerelles avec un certain nombre d'organisations juives qui étaient au contraire extrêmement opposées au Front National. Bon, je pense à la Ligue de défense juive, avec qui elle entretient des rapports apparemment assez étroits pour que la Ligue de défense juive ait publié l'an dernier un communiqué affichant son soutien à Marine Le Pen. Devant le tollé provoqué, ils se sont rétractés en disant que tout compte fait, ils ne se reconnaissaient dans aucun parti. Enfin, tout ça pour dire qu'il y a quand même... il n'y a pas homogénéité, il y a une fracture entre ceux qui finalement considèrent qu'elle a fait un certain nombre de pas en direction des juifs, des responsables juifs et qu'il faut en tenir compte et cesser de la diaboliser.
et les autres qui considèrent que de toute façon, il ne faut pas cesser de la diaboliser, il y a une fracture, il y a des divergences de vues. Bon, Marine Le Pen, de son côté, a multiplié les signes. Dès qu'elle est arrivée au Parlement européen en 2004, elle s'est inscrite au groupe d'amitié France-Israël. À partir de là, elle a fait un certain nombre de pas en direction de la communauté pour manifester sa bonne volonté. Mais, dans du CRIF récemment, il faudra qu'elle en fasse beaucoup plus pour que nous soyons convaincus. Et effectivement, on en revient toujours là. Lorsque l'on met le doigt dans cet engrenage, dans celui de la repentance, on n'en finit jamais, jamais. Elle ne fera jamais suffisamment d'efforts pour plaire, pour être agréée. C'est impossible. Une chose en entraîne une autre, elle ne finira jamais. Donc il vaut mieux éviter de mettre son doigt dans cet engrenage, ça ne sert à rien. Je pense que c'est ce que son père avait fini par comprendre. Merci pour cette réponse, Madame Kling. Oui, c'est vrai que Jean-Marie Le Pen, une fois, quand on lui avait posé la question sur ce sujet, il avait dit que... En fait, on lui reprochait de ne pas être philosémite in fine. Je laisse la parole maintenant à un auditeur. Marc, c'est à toi. Oui, bonsoir, Marc Georges. Je remercie Anne Kling pour son intervention. Moi, j'étais également au Front National entre 1990 et 1995, et je dois dire que autant je partage son point de vue sur ce qu'elle a dit relativement à Marine Le Pen, on y reviendra peut-être après, mais autant je pense que son point de vue sur Jean-Marie Le Pen lui-même est assez caricatural, assez partisan. Je pense que bon, elle élude le fait qu'il y a toujours eu une fracture au sein du Front National à partir du moment où Maigret l'a rejoint, entre la ligne historique de Le Pen, qui est une ligne assez nationale, républicaine et assimilationniste, qui est finalement assez constante depuis le discours qu'a un peu fondateur de sa carrière en 1956 à l'Assemblée nationale, d'une part, et l'aile maigretto-horlogiste, on va dire, qui va de Maigret à Le Gallou, qui était avec Bardet, etc., qui était une ligne beaucoup plus européenne, beaucoup plus européiste, différentialiste, racialiste, et qui a toujours battu Jean-Marie Le Pen de l'intérieur dès les années 90, et qui s'est acharné à essayer de le déstabiliser à la tête du Front National, et qui finalement ne lui a pas vraiment donné d'autre choix que de virer les maigrettistes à partir du congrès de 1997. Dire aussi que Jean-Marie Le Pen a délibérément entretenu la diabolisation de son parti pour telle ou telle sortie sur la question juive, c'est faire quand même abstraction du contexte de l'époque, où il existait une pression absolument gigantesque sur la droite nationale, sur l'opinion publique, pour faire avaliser la loi Guessot, pour contrer les thèses révisionnistes. Et je crois qu'on doit à Jean-Marie Le Pen justement que d'avoir refusé de céder à cette pression. Alors la pression était telle qu'il a sans doute fait de temps en temps de manière peut-être maladroite, peut-être qu'il aurait pu être plus explicite dans sa pensée, mais il n'en reste pas moins qu'il a posé là un fondement, comment dirais-je, les bases d'une résistance qui depuis n'a cessé de se développer. Il faut se rappeler aussi qu'il avait, contre l'avis de son parti, contre l'avis de la majorité de ses cadres, je crois qu'il y avait eu 40% des adhérents qui avaient envoyé leur carte à ce moment-là, refusé de soutenir d'approuver la guerre du Golfe. Donc bref, je pense que c'est faire un petit peu abstraction de tous ces conflits internes, de toute cette lutte qui a été menée contre lui durant ces années, par des gens qui d'ailleurs n'étaient pas vraiment lucides sur eux-mêmes, parce qu'il faut quand même rappeler que Maigret avait un charisme qui était très loin d'être celui de Jean-Marie Le Pen, et que ces gens en plus ont pris le risque de créer une scission dans le mouvement national, et ont échoué. Ils ont échoué d'abord à renverser Le Pen, et ils ont échoué ensuite à construire une structure alternative. Donc voilà ce que je voulais dire. Maintenant, pour ce qui est de Marine Le Pen, je suis entièrement d'accord. Marine Le Pen, de toute façon, n'a pas un logiciel de droite patriotique. Fondamentalement, c'est une gauchiste. Elle l'était déjà dans les années 90 lorsque je la connaissais. Elle approuve en fait les thèses de la maçonnerie. Elle est totalement soumise au lobby juif. Et il n'est pas étonnant de la voir faire ce qu'elle fait actuellement. Merci.
Vous semblez avoir effectivement très bien connu Jean-Marie Le Pen. Bon, je n'ai pas fait un bouquin sur toutes les péripéties de la scission qui effectivement ont rempli d'autres livres et qui, je veux bien le croire, étaient beaucoup plus complexes. J'ai donné les grandes lignes, ce que je pensais, en fait, ce qui ressort d'un certain nombre de déclarations de gens qui l'ont également vécu. C'est vrai que Le Pen s'est toujours opposé à faire la repentance qu'a fait par exemple Gianfranco Fini en Italie. Il a refusé de courber l'échine devant les lobbies. Et ça, effectivement, il faut lui en savoir gré. Mais c'est vrai aussi, je regrette que ces dérapages qu'il aurait pu éviter auraient rendu la diabolisation plus difficile s'il les avait évités. Il n'était pas obligé. Et encore une fois, on en arrive toujours là. Pourquoi s'est-il laissé aller à desservir à ce point son mouvement? Merci pour la réponse. Je voulais vous demander de sortir quelques secondes votre boule de cristal, puisque une question m'intéresse actuellement. On parle beaucoup du fait que Marine Le Pen serait assez en difficulté pour avoir ses signatures, ses 500 signatures. Je voudrais savoir, d'après tout ce que vous savez sur le FN, sur le système et votre analyse de ces deux éléments, est-ce que vous pensez qu'il est possible qu'elle n'ait pas ces 500 signatures et qu'elle ne puisse pas se présenter? Et si vous pensez que c'est effectivement possible, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ça pourrait se passer selon vous? C'est-à-dire, est-ce qu'il y aurait, quelles seraient les conséquences? Est-ce qu'il se passerait vraiment quelque chose? Moi, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il se passerait sans doute à peu près rien, mais j'aimerais avoir votre opinion à ce sujet. Merci. Effectivement, je n'ai pas de boule de cristal et je ne peux pas vous donner d'éléments. Je pense très sincèrement qu'elle finira par les avoir. Ça me paraît très logique, hein. Ce ne serait pas normal qu'elle ne les ait pas. De la même façon qu'il serait normal que Karl Lang puisse également se présenter, moi je suis pour que les candidats se présentent et je trouve que totalement inique d'imposer 500 signatures publiques. Donc, je pense qu'elle finira par les avoir. Mais comme je l'ai dit, c'est anormal et on peut s'interroger sur finalement le résultat ou le bilan d'un parti qui, après 40 ans d'existence, se retrouve aussi démuni d'élus. Et là, il y a quand même une responsabilité énorme de Jean-Marie Le Pen, c'est qu'il a toujours méprisé l'implantation locale qui lui paraissait indigne de son talent et il ne voulait pas consacrer de temps à ça. Et puis surtout, il voulait exister lui et lui seul au sein du FN, c'était tout ce qui comptait. Le FN devait être absolument assimilé au nom Le Pen. Donc en fait, l'implantation locale, il s'en fichait un peu. Et résultat, il n'y a pas de maire, il y a de moins en moins de conseillers régionaux, il n'y a pas d'élus. Il serait normal que le Front National, après 40 ans d'existence, ait sur quand même 47 000 élus possibles et au moins 500 élus. Ça ne représente jamais qu'un peu plus de 1%. Il ne les a pas, il court après des signatures. C'est quand même assez lamentable et on peut s'interroger sur son bilan rien qu'à travers cette recherche des signatures. Maintenant, si elle ne les avait pas et qu'elle ne puisse pas se présenter, étant donné ce qui se passe dans ce pays, je crois que tout le monde, à la limite, s'en ficherait et il ne se passerait absolument rien du tout. Je pense, hein. Il n'y aurait pas la révolution en tout cas. J'avais une question, je voulais savoir, selon vous, d'où vient la critique actuelle que Marine Le Pen fait du mondialisme et du capitalisme financier, de ces excès? Est-ce que selon vous, c'est l'influence de Jean-Claude Martinez, même si maintenant il a quitté le Front National? Est-ce que c'est l'influence d'Alain Soral, qui s'était attribué lui-même un petit peu cette paternité? Est-ce que c'est l'influence de gens qui ont été proches du Grèce? Est-ce que c'est l'influence, je ne sais pas, des lectures maurassiennes de la jeunesse de Jean-Marie Le Pen? Est-ce que c'est le mouvement nationaliste révolutionnaire? Moi, à titre personnel, j'ai cherché une réponse, j'en ai pas trouvé, donc je vous demande votre avis. Merci. Vous me demandez d'où vient la critique du mondialisme?
C'est ça Oui, oui, c'est ça, mais la bon, critique du... Oui, oui. je ne sais pas, ça me paraît totalement évident. Le mondialisme, par définition, est totalement opposé à l'idée nationale. Donc, et quand on voit les ravages du mondialisme à l'heure actuelle, il me semble tout à fait normal d'essayer de limiter les dégâts autant que possible. Donc, je ne sais pas s'il y a des... Je ne sais pas d'où elle a tiré ces propositions. Je ne connais pas suffisamment ces propositions concernant le mondialisme. Je ne sais pas, mais enfin, ça me paraît assez logique de s'opposer au mondialisme. Je ne vois même pas exactement ce que vous me... Je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre. Très bien, non, je voudrais peut-être reformuler parce que il est évident que la critique du mondialisme, la critique du capitalisme ou du libéralisme, ça dépend, elle est présente, vous êtes bien placé pour le savoir, dans la droite nationale de façon très ancrée, des gens qui ont fait partie du GRES, effectivement, enfin le GRES lui-même est un organisme qui, sur le plan intellectuel, a critiqué le libéralisme, mais parmi les gens qui ont fait partie du Front National, effectivement, on s'est posé la question de savoir à un moment donné pourquoi cette option avait été retenue plutôt que l'option précédente voilà, qui était en vigueur dans les années 80, où Jean-Marie Le Pen se définissait à un moment donné comme le Reagan français, etc. Alors, Alain Soral, quand il est passé au Front National, avait prétendu, enfin avait dit qu'il souhaitait pousser, la ligne Jean-Claude Martinez, Martinez qui est un partisan des droits de douane, etc., du contrôle des flux migratoires, financiers, de marchandises. Alors là, c'est plutôt une querelle enfin pas une querelle de personnes, mais une question sur l'influence effectivement des personnes du Front National, puisque vous connaissez très bien des gens qui en fait partie, peut-être Pierre Vial par exemple. Donc sur ce plan-là, est-ce que vous auriez des informations? Bien, sur ce plan-là, je n'ai aucune information, je ne peux absolument pas vous répondre. Je n'en sais rien. Pierre Vial, je l'ai entendu parler de culture et d'occupation du terrain culturel. Je dois dire que je ne l'ai pas vraiment entendu sur cette question et je ne peux pas vous répondre. Je suis désolée. D'accord, très bien. En tout cas, merci quand même de votre réponse. Je laisse la parole à Simon. Oui, alors moi, une question plus légère. Dans la première édition de votre livre La France décratisée, vous aviez une préface d'Alain Soral, puisque justement on en parlait il y a quelques secondes, et apparemment la préface a été supprimée dans les éditions suivantes. Alors voilà, j'aurais voulu savoir pourquoi vous avez choisi de la supprimer, ou si c'est une question d'éditeur, je ne sais pas. C'est moi qui l'ai supprimée, en effet. Lors de la première édition, j'avais un autre éditeur qui souhaitait qu'Alain Soral fasse une préface, ce qu'il a accepté très gentiment de faire et j'en étais fort heureuse. Simplement dans la réédition, finalement, à la relecture, j'ai eu l'impression que cette préface n'apportait pas réellement grand-chose au livre. Et je me suis contentée de la mettre sur mon blog. Elle est toujours, on peut toujours la consulter sur mon blog, mais je ne l'ai plus fait figurer dans la nouvelle édition de La France décratisée. Très bien, merci pour la réponse. J'aurais aimé rebondir, enfin pas rebondir d'ailleurs, poser une toute autre question. Parce qu'il y a une idée qui court en fait en ce moment sur le FN, c'est que le FN voudrait sortir de l'Union européenne et le proposerait. Et d'ailleurs, nos auditeurs au tout début des questions, justement, dit ça. Je voudrais savoir, est-ce que vous estimez que le FN propose la sortie de l'Union européenne? Et à titre plus personnel, j'aurais aimé savoir ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne chose pour la France de sortir de l'UE? Merci. Bon, à plusieurs reprises, mes amis politiques et moi-même,
Nous avons critiqué ô combien l'Union européenne, les technocrates de Bruxelles, leur arrogance, leur mépris des peuples. Donc, je n'ai pas de tendresse particulière pour l'Union européenne. Donc, ceci dit, est-ce que le Front National veut sortir de l'Union européenne tel qu'on peut voir son programme? Ce n'est pas clair. Il préconise la sortie de l'euro. Mais un peu plus bas, il préconise également la réduction de la contribution de la France au budget européen, de manière à obtenir un solde nul. Donc, apparemment, la France devrait rester dans l'Union européenne et réduire sa contribution. Ce n'est pas extrêmement clair. Je n'ai pas vu de façon claire et nette dans le programme que le Front National sortir de l'Union européenne. Bon, là, il s'agit d'une question éminemment complexe, puisque des économistes très distingués se bagarrent, sont d'avis divergents. Moi, je ne suis pas une économiste, je n'ai pas la compétence pour vous répondre comme ça, tout de go, la France doit sortir de l'Union européenne ou la France doit y rester. Mon sentiment, c'est que l'Europe est importante. C'est important que les peuples puissent s'unir et affronter le restant du monde ensemble. Ça les rend plus forts. Ceci dit, telle qu'elle est organisée, l'Europe, avec ses technocrates de Bruxelles arrogants, ça mérite énormément d'aménagement, en fait. C'est plutôt ça. Il faudrait réformer le fonctionnement de l'Europe. Parce que je ne pense pas que la solution soit de se retrouver tout seul, la France simplement, et je pense qu'il vaut mieux être unis. Unis, mais avec d'une autre façon, ce que certains appellent l'Europe puissance, c'est-à-dire les peuples qui pourraient davantage s'exprimer, parce qu'à l'heure actuelle, il faut bien le dire que l'Union européenne de Bruxelles se moque totalement des peuples. Donc c'est ça qu'il faut amender et améliorer. Merci pour cette réponse. Alors, tout à l'heure, dans votre conférence, vous avez bien expliqué que les petites phrases de Jean-Marie Le Pen faisaient partie d'une stratégie bien comprise entre lui et le système d'auto-diabolisation afin de montrer qu'il comprenait ce jeu et en faisait partie intégrale. Alors dans le nouveau front, donc avec Marine présidente, il y a moins ce côté petite phrase, il y a moins ce côté dérapage. Pourtant, Jean-Marie Le Pen, on le voit, s'investit beaucoup dans la campagne présidentielle de sa fille. Il participe à beaucoup de meetings, de banquets, et il a une libre parole. Et lui-même continue à faire une petite phrase. Il a chaque semaine une vidéo, le blog sur le site du Front National, et parfois il s'autorise quelques gauloiseries. Est-ce que vous pensez que à un moment donné, sa fille lui demandera de lever le pied, ou est-ce que Jean-Marie Le Pen reste un électron libre, même dans ce front qui veut se donner une image plus respectable? Je ne pense pas qu'elle ait réellement les moyens de l'empêcher de s'exprimer. Quand même, d'abord, c'est lui qui tient encore les cordons de la bourse, et ça c'est très important. Il ne faut pas oublier que c'est toujours lui qui est président de l'organisation qui collecte les fonds. En plus, il est toujours élu, il est député européen, il est conseiller régional, il a 40 ans de vie politique derrière lui. Je pense très sincèrement que je vois très mal, c'est lui qui a placé sa fille sur le trône où elle se trouve, je la vois mal lui imposer silence. Donc je pense qu'elle est totalement... Elle ne peut pas agir sur Jean-Marie Le Pen, qui, je pense même, essaye de faire le maximum pour aider sa fille. Ça me paraît logique et normal. Donc,
Je pense qu'il doit essayer de rectifier un peu le tir. Peut-être qu'il trouve qu'elle fait la part trop belle au système et que donc de son côté, il essaye de rectifier la chose. Peut-être. Ça me paraîtrait assez logique, mais bon, je la vois mal lui coupant la parole ou l'empêchant de s'exprimer. Merci pour cette mise au point. Je laisse à nouveau la parole à un auditeur. Bonsoir. J'aimerais vous demander un petit peu votre avis sur un personnage dont vous êtes une des seules, enfin en tout cas, il ne doit pas y en avoir énormément, à avoir fait la promotion, qui s'appelle Hervé Ryssen, qu'Alain Soral, le grand philosophe français, avait qualifié de petit épicier de l'antisémitisme. Alors j'aimerais savoir qu'est-ce qui, chez vous, voilà, pourquoi est-ce que vous avez peut-être une affection pour les épiciers? Qu'est-ce qui fait que vous êtes un petit peu une des seules à faire la promotion de ce personnage? Merci. Bon, écoutez, je suis, moi, pour la liberté d'expression. Voilà, c'est ça. Donc j'estime que Hervé Ryssen a parfaitement le droit de s'exprimer. Alors si ses propos sont outranciers ou même contraires aux lois, qu'on l'attaque. Or, à ce jour, à mon avis, il n'a jamais été attaqué. Je pense qu'en France, à l'heure actuelle, lorsque vous tenez des propos qui tombent sous le coup de la loi ne vous rate pas. Lui, je pense que jusqu'à présent, il n'a pas eu de problème. Dire que j'ai fait sa promotion, c'est peut-être fort exagéré. Sur mon blog, j'ai indiqué l'un ou l'autre de ses livres. Je ne le renie absolument pas et j'assume toujours parfaitement ce que je fais. Je ne les ai absolument pas retirés et il manquerait plus qu'on me demande de les retirer, je les laisserai tout exprès. Donc, Hervé Ryssen a parfaitement le droit de s'exprimer. Si ce qu'il raconte est faux, eh bien, qu'on l'attaque ou qu'on prouve que ce qu'il a dit est faux. Et effectivement, je sais qu'il y a eu des bisbilles entre Soral et lui. Bon, ben, d'accord, mais Soral a eu des bisbilles avec un certain nombre de personnes et pas forcément avec Hervé Ryssen, simplement. D'accord, je ne vous le reprochais absolument pas. Je souhaitais juste comprendre peut-être les raisons de... Parce que je parle, bon, c'est vrai que j'ai peut-être exagéré en parlant de soutien, mais vous avez été une des seules à ne serait-ce que relayer les informations sur ces livres. Mais je ne vous le reproche absolument pas. Très bien, en tout cas, merci de cette réponse. Donc un auditeur demande, il demande qu'est-ce qui pourrait se passer si Marine Le Pen accédait au pouvoir. Vous aviez répondu que vous ne croyez pas à une possible accession de Marine au pouvoir. Par contre, pensez-vous qu'elle puisse tout de même arriver au deuxième tour, comme son père est arrivé au deuxième tour en 2002? Et si tel était le cas, quelle serait la réaction d'un côté sur le plan médiatique et de l'autre sur le plan social, on pourrait dire entre guillemets, dans les banlieues par exemple? Merci. Je dirais que le système médiatique, avec sa promotion absolument stupéfiante, fait tout pour la faire arriver au deuxième tour. On a vraiment l'impression que aussi bien Hollande que Sarkozy rêvent de se retrouver face à Marine Le Pen au deuxième tour. Il est évident que pour l'un comme pour l'autre, ce serait l'assurance d'être élu dans un fauteuil. Donc, on voit très bien quel est l'intérêt de Hollande en la circonstance. Pour lui, il est beaucoup plus simple de se retrouver face à Marine Le Pen que face à Sarkozy. Donc, les médias qui sont souvent de gauche font absolument tout ce qu'ils peuvent pour faire monter un peu la mayonnaise. Bon, est-ce que pour autant elle arrivera au second tour? Je n'en sais rien, je n'ai pas l'impression que ça se produira. Mais bon, je peux parfaitement me tromper. Je ne crois pas qu'elle arrivera au second tour. Et si jamais elle devait y arriver, il y aurait à nouveau, je pense, des protestations, mais qui n'atteindraient pas la virulence de ceux auxquels on a assisté en 2002. Parce qu'en 2002, on a assisté à des débordements absolument inimaginables, dont on n'a pas idée à l'heure actuelle. Je pense que ça ne se reproduirait plus. Mais, encore une fois, je peux me tromper, mais je ne pense pas qu'elle accédera au second tour.
Merci. Alors, merci de la réponse. Donc, un auditeur demande, même si ça sort un petit peu du cadre de cette conférence, ça concerne toutefois votre travail. Alors, si vous souhaitez du moins répondre à cette question, l'auditeur fait remarquer que l'on remarque, enfin, il fait remarquer, pardon, que le CRIF semble de plus en plus influent en France et semble avoir supplanté d'une certaine manière la LICRA. Alors, sachant que vous avez travaillé sur ces deux organisations, pourriez-vous nous en dire un mot, même si là encore, je me répète, ça sort un petit peu du cadre de notre conférence. Merci. C'est vrai que la LICRA a été omniprésente, a été au centre, elle a été le moteur, en fait, on peut dire, de la promotion de l'immigration massive jusqu'au début des années 2000. C'est elle qui a imposé une législation dite antiraciste très répressive, hein. La France a certainement une des législations répressives les plus répressives au monde. Donc c'est elle s'en est vantée. Et c'est elle qui a veillé à ce que tous les contrevenants ou tous les gens qui se permettaient des propos politiquement incorrects se retrouvent devant la justice. Seulement voilà, au début de l'an 2000, comme je l'ai dit, il y a eu des manifestations d'antisémitisme qui ont commencé à atteindre les Juifs. Alors, tant qu'ils atteignaient les deux souches, c'était pas bien, mais pas trop grave. Mais quand ils se sont mis à toucher les Juifs, là, ça a été terrible. Or, il faut quand même bien dire que la LICRA était au premier rang de la promotion de l'immigration. Donc, elle est devenue un peu plus discrète. Elle est devenue un peu plus discrète parce que finalement, ce qui se passait n'était pas de nature à la rendre particulièrement flamboyante. Et c'est à ce moment-là que le CRIF a pris le relais. Parce qu'il y a toujours un fer au feu, et donc le CRIF s'est porté au premier rang, et c'est lui qui prend le relais en ce moment de la LICRA. La LICRA, on l'entend moins, elle existe toujours, elle a toujours un président, mais il est quand même beaucoup plus discret devant la tournure des événements. Le CRIF, lui, est toujours là et lui a une façon d'agir un peu différente. Il attaque moins ou pas les gens en justice. Par contre, il multiplie les contacts au plus haut niveau de l'État et il fait entendre ses exigences au sommet. Merci. Pardon, excuse-moi Simon, j'avais une question à poser. Madame Kling, lorsqu'on écrit comme vous sur la LICRA, quand on écrit un livre sur le CRIF, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les conséquences du fait d'écrire sur ces sujets-là, notamment dans votre vie peut-être professionnelle, en tout cas les conséquences qu'ont eu ces livres sur vous? Les conséquences professionnelles, elles ont existé puisque j'ai été renvoyée ou fichue à la porte de l'organisation internationale où je travaillais en raison, effectivement, d'un livre de la France licratisée. Bon, j'ai été réintégrée à procès. Donc, on essaye de décourager les gens, soit par des procès, puisque j'ai aussi été renvoyée en correctionnel par la LICRA, soit on les attaque dans la vie professionnelle. Voilà, c'est ça essentiellement ce qui se passe. Et évidemment, bien évidemment, il ne faut pas oublier, on ne parle jamais de leurs livres. Jamais on a parlé de mes livres dans un média du système. On observe un silence total en espérant qu'ils passeront inaperçus. Voilà, donc c'est ça. Mais en fait, ça ne va pas plus loin. On ne m'a jamais cassé la figure, on ne m'a pas menacé de quoi que ce soit. Il ne faut pas exagérer non plus. Nous ne vivons pas... le totalitarisme, c'est autre chose. Il ne faut pas exagérer. Simplement, on essaye de décourager les gens. En fait, ça suffit déjà à décourager le plus grand nombre, tout ce qui est menace judiciaire ou tout ce qui est menace professionnelle. Voilà, c'est ça essentiellement. Très bien, merci beaucoup. Et pour faire suite à cette question, est-ce que votre dernier livre, donc, on le voit très critique sur le parcours du FN, est-ce que là, vous avez... Quelles sont les conséquences là, à ce niveau-là? Est-ce que vous avez commencé à recevoir des critiques de militants, des choses comme ça?
Bon, écoutez, lorsque j'ai annoncé sur mon blog ce livre, bon, j'ai eu quelques remarques peu amènes, mais bon, ça s'est arrêté là. Le Front, évidemment, fera exactement d'ailleurs comme les Juifs en la circonstance. Motus et bouche cousue, il n'en parlera pas. Et voilà, donc en fait, l'information circule sur Internet. Et heureusement d'ailleurs qu'il existe cette fenêtre, cet espace de liberté ou de semi-liberté où on peut, bon, les choses circulent quand même tout doucement sur Internet. Mais je n'ai aucune autre réaction. Très bien, merci beaucoup pour ces réponses. Simon, je te donne la parole. Oui, moi j'avais juste une petite question, comme on parlait du CRIF tout à l'heure. J'avais remarqué il y a quelque temps que le CRIF anciennement signifiait Conseil représentatif des Israélites français ou de France, et puis le nom a changé, comme chacun sait, en Conseil représentatif des institutions juives de France, mais qui ne se prononce pas CRIJV, mais qui continue à se prononcer CRIF. Alors, pourquoi il y a eu ce changement de nom, si vous avez la réponse, et est-ce qu'il n'y a pas un message derrière, quand on voit le dernier dîner du CRIF, où il y avait les deux candidats à la présidentielle un petit peu adoubés par Monsieur Prasquier, est-ce qu'il n'y avait pas un message institution juive, est-ce que c'est pas un petit peu pareil? Voilà, donc petite question sur l'acronyme du CRIF. Bon, ils ont effectivement changé le nom parce qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'il était plus intéressant de s'adresser aux autorités publiques en tant qu'institution qu'en tant qu'individuel ou que particulier juif. Donc, ils ont préféré substituer à israélite institution. Alors effectivement, il fallait mettre juive, mais alors ça ne se prononçait plus, hein, c'était difficile, donc ils ont gardé la prononciation CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, donc on n'entend pas juive, mais on entend juste de France, mais ce qui était important, c'était que ça prenne en fait une importance institutionnelle et non plus simplement une association de particuliers. Je crois que c'est très important ça. Merci de votre réponse. Une toute petite question une question légère en tout cas, qui a rapport donc à la publication de votre livre. C'est semble-t-il, le lecteur fait remarquer que vos 3 précédents livres sont disponibles sur Amazon, mais que le dernier en date, donc le FN 3 points, tout ça pour ça, n'est pas disponible sur Amazon. Alors, est-ce que vous confirmez cette information et si oui, pourquoi? Mais oui, je confirme, mais c'est très simple. Pourquoi est-ce que les autres sont sur Amazon? Parce que je les y ai mis. Donc celui-là n'y est pas encore. Il est sur Price Minister, mais pas sur Amazon, parce que tout simplement, ils ont changé leur façon d'introduire des livres et c'est devenu plus compliqué. Et je n'ai pas encore pris le temps de me pencher sur la question et de faire en sorte que ça figure sur Amazon. Donc ça va le faire, ça sera fait, mais je ne l'ai pas encore fait. Et sur Price Minister, c'était beaucoup plus simple et donc ça a marché. Et sur Price Minister, il y est, c'est tout. Les choses sont souvent beaucoup plus simples, t'imagines. Merci. Alors Simon, qui souhaite ajouter un mot? Oui, concernant votre travail sur vos 2 précédents livres sur la LICRA et le CRIF, en fait, eh bien, j'aurais voulu savoir si vous avez pu déceler en fait la représentativité effective de ces officines communautaires, à savoir dans quelle proportion les juifs, les juifs de base, les juifs de quotidien se sentent en affinité avec ces institutions. Est-ce que il y a vraiment une dichotomie ou est-ce que certains y sont encartés, etc. Dans quelle mesure la LICRA et le CRIF représentent réellement la communauté juive dans son ensemble française? Bien sûr, elle ne représente absolument pas la communauté juive française dans son ensemble. Ils se plaisent à l'affirmer, mais ils sont extrêmement loin du compte. Prenons le CRIF.
qui est une association, un regroupement en fait, de plus d'une soixantaine d'associations. Tout ensemble, en comptant, mais vraiment extrêmement large, elles réunissent à peu près 100 000 personnes, c'est-à-dire 1/6 de la communauté juive de France, qui regroupe à peu près, c'est leur chiffre, le chiffre qu'ils indiquent eux-mêmes, à peu près 600 000 personnes. Donc le CRIF, en comptant encore une fois très large, arrive péniblement à regrouper 1/6. La LICRA, bien évidemment, ce sera encore beaucoup moins. Donc ils sont extrêmement loin de représenter toute la communauté juive. Et du reste, lorsque je travaille sur ce sujet, j'ai toujours soin de ne pas assimiler ou de faire l'amalgame entre les juifs de France et les responsables communautaires. Ce sont deux choses totalement différentes. La plupart des juifs français ont les mêmes soucis que tout un chacun, ne s'intéressent pas spécialement à la politique et la plupart du temps ignorent ce que fait le CRIF et ce que fait la LICRA. Ils ne s'en soucient pas. Ce sont des organisations dont ils savent qu'elles existent, mais sans savoir exactement ce qu'elles font. Je vais vous donner un exemple extrêmement simple. Mon mari, qui est juif, soit dit en passant, a fait partie de la LICRA pendant fort longtemps. Pourquoi a-t-il fait partie de la LICRA? Alors, question. Parce qu'un jour, il a été sollicité, on lui a dit que c'était pour aider les juifs, bon, il était sympa, il a donné son chèque, et après, machinalement, il a continué. Mais jamais, au grand jamais, il n'a fait attention à ce que faisait réellement la LICRA, ce qu'elle était la LICRA. Il l'a appris en lisant mon livre. Donc je pense que cet exemple illustre l'attitude générale des gens. Les gens ne s'y intéressent pas en général, ils ont d'autres sujets de préoccupation au quotidien, ils s'en fichent un petit peu. Ce qui permet tranquillement à la LICRA et au CRIF de déclarer qu'ils parlent au nom de tous les juifs de France, ce qui est effectivement faux. Très bien, alors merci de votre réponse. J'aurais une dernière question qui sans doute aurait dû être posée un petit peu avant, puisque vous soutenez en fait l'idée que Nicolas Sarkozy ou François Hollande aimerait bien se retrouver face à Marine Le Pen, donc participe et encourage la promotion qui est faite de la figure de Marine Le Pen. Cependant, Laurence Parisot, qui est patronne du MEDEF, a publié un livre opposé à Marine Le Pen, sans entrer pour autant sur le terrain économique, semble-t-il, ou alors de façon extrêmement modeste. Et d'un autre côté, par exemple, Nathalie Kosciusko-Morizet, dont on sait qu'elle sera l'unique porte-parole de Nicolas Sarkozy pour sa campagne, a publié également un livre opposé à Marine Le Pen et qui s'appelle Le Front antinational. Alors, n'avez-vous pas enfin, du moins, quels sont... comment expliquez-vous ça que d'un côté, donc, il y aurait une promotion qui est faite de Marine, mais pourtant des gens très haut placés, semble-t-il, continuent à la critiquer? L'un n'empêche pas l'autre, et puis il vaut mieux faire actionner plusieurs leviers à la fois. Et puis très honnêtement, qui lit les livres que vous venez de me citer? C'est pas la masse des électeurs qui va les lire, soyons clairs. Donc finalement, on peut jouer sur plusieurs tableaux à la fois, l'un n'empêche absolument pas l'autre. Très bien, en tout cas, on vous remercie, au nom de l'équipe du LTS du Libre TeamSpeak pour cette conférence. On va vous laisser un mot de conclusion, en tout cas, merci encore. Bien, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. J'espère avoir satisfait vos électeurs, vos auditeurs, et j'espère aussi ne pas m'être trop mal tiré de cet exercice, qui est un exercice difficile, je m'en rends compte, parce qu'il faut arriver à réunir ses idées très rapidement. C'est un exercice difficile mais salutaire, et je suis ravie d'avoir pu m'y essayer ce soir. Très bien, donc nous vous remercions encore une fois. Et puis donc cette conférence du dimanche 19 février est terminée. Et nous vous donnons rendez-vous donc dimanche prochain, le 26. Donc par conséquent, ce sera Jean Bricmont qui viendra sur notre plateforme. Bonsoir à tous.